Donc comme chaque année, je vais faire le bilan de cette année écoulée et puis les perspectives pour 2022. Je vais essayer de rattraper un petit peu le retard. Donc c'est notre 8e journée annuelle. Là, vous avez les affiches de l'ensemble des journées. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne seraient pas venus aux réunions précédentes ou qui auraient été récemment recrutés sur les nouvelles recrues sur les personnels de la filière, que la filière, c'est vraiment de multiples acteurs qui sont schématisés dans ce puzzle, avec un grand nombre ici d'unités de recherche, 19, de laboratoires de diagnostic, 64, d'associations de patients, et on en a plus que l'an dernier, 19, de centres de compétences, c'est 174, et de centres de référence, c'est 21, 7 coordonnateurs et puis 14 constitutifs. Et je vous rappelle qu'il y a une gouvernance de la filière autour d'un collège où tous les différents acteurs de la filière sont représentés, un bureau qui est plus resserré où sont représentés les centres de référence et des élus des centres de compétences, et puis l'équipe d'animation. Les associations de patients, nous en avons une de plus cette année, c'est l'association Maladies Rares Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'est typiquement une association qui répond un peu au débat qu'on vient d'avoir sur la Réunion. C'est une association qui nous a approchés en nous disant on veut rentrer dans votre filière et on couvre toutes les maladies rares parce que voilà, Saint-Pierre-et-Miquelon, on ne peut pas avoir une association surrénale spécifique, etc. Et on a des problèmes qui sont très spécifiques à notre isolement géographique. Donc ils ont voulu nous joindre. On a été approchés aussi par d'autres associations qui sont en fait impressionnées par l'implication des associations dans notre filière et qui ont envie de partager cette expérience, mais qui en fait ont des pathologies qui ne correspondent pas aux nôtres. Donc jusqu'à maintenant, ce genre de demande, on a été un petit peu, après discussion au niveau du collège, obligé de les refuser et éventuellement de voir avec d'autres filières s'il pouvait y avoir de la place pour ces associations. Nous avons mis au point cette année un livret qui décrit les différentes associations de la filière. Et la structure de départ de la filière, c'est bien sûr les groupes de pathologies qu'on peut représenter de façon schématique autour des centres de référence. Là, vous avez les 7 centres de référence coordonnateurs de la filière depuis la dernière labellisation. On avait intégré la dernière fois les pathologies du centre Prisis qui n'avaient pas de place dans les centres de référence auparavant, qui faisaient partie des pathologies qu'on avait identifiées dès 2014 au moment de la création de la filière, à côté d'autres pathologies qu'on va rediscuter un petit peu plus loin. Vous savez que la filière est représentée à l'endo-ERN, c'est-à-dire qu'un grand nombre de nos centres de référence font partie de l'endo-ERN, et en 2021, il y a eu une extension qui n'a pas été simple, puisqu'il y a des critères au niveau européen pour un nombre de centres dans les ERN par rapport à la population de chaque pays et qu'on était déjà considéré comme proche du maximum. Mais avec un travail et une argumentation, nous avons pu intégrer Prisis, puisque ces pathologies-là n'étaient pas présentes à l'Europe au niveau des centres français. Et puis un consortium lyonnais qui permet à DevGen d'être représenté à l'Europe, ce qui est très important puisqu'on a beaucoup d'enjeux autour de la loi de bioéthique sur la prise en charge chirurgicale des enfants avec anomalie du développement génital. Et puis donc ce consortium avec le centre Hypophyse de Lyon qui avait été créé lors de la dernière labellisation. Donc il n'existait pas en fait lors de la création de l'endo-ERN il y a maintenant 4 ans. Donc on a au niveau européen pu augmenter la représentation de la filière et maintenant je dirais que tous nos centres de référence ont une représentation européenne. Sur cette carte, vous avez la géographie de l'ensemble de nos centres de compétences, vous voyez, y compris à la Réunion. Et au fur et à mesure, soit des départs à la retraite, soit des changements de région, on a des changements de coordonnateurs de centres de compétences et éventuellement de centres de référence qui sont labellisés ensuite par le comité de suivi du ministère. Et en 2021, on a donc eu ces changements-là. Et nous attendons, je ne crois pas qu'on ait encore eu la réponse officielle, ces changements-là. Et on a une situation un petit peu... Vous l'avez? C'est bon? Pardon? D'accord.
Donc officiellement, Sylvie Rossignol et Marie Mansilla succèdent à Sylvie Soskin respectivement sur DevGen et TRH à Strasbourg. Et puis là, on avait une situation un petit peu atypique, c'est un transfert d'un centre de compétences d'un hôpital vers un autre, sachant que toute l'équipe de neurochirurgie de Foch, aussi bien les neurochirurgiens que les anapathes, ont été déplacés à la Pitié-Salpêtrière, et donc il y avait un transfert complet de la spécialisation autour de la prise en charge de la chirurgie des adénomes hypophysaires. Donc cette diapositive-là, vous l'avez vue, elle était probablement d'ailleurs de meilleure qualité sur la présentation d'Anne-Sophie Lapointe, c'est le calendrier de l'appel d'offres. Je l'ai juste mis pour qu'on réfléchisse un petit peu ensemble à ce qui pourrait se produire. Donc pour des pathologies qui ne sont pas aujourd'hui présentes dans la filière et qui sont finalement présentes dans aucune autre filière, et qui sont malgré tout des pathologies que nous avions repérées dès le début de l'existence de la filière, les choses se sont probablement structurées, et là on va être en mesure de déposer des dossiers de façon à intégrer les dyslipidémies rares, et là il y a une présentation qui a été faite au niveau du bureau de la filière par Sophie Béliard de Marseille et Bertrand Cariou de Nantes, avec une proposition d'un centre de référence coordonnateur, car ce sont des pathologies qu'on ne peut pas intégrer en termes d'acteurs avec les centres de référence existants. Et puis infertilité masculine rare, qui serait là un projet porté par Ingrid Ploton et François Vialard, et qui là pourrait s'intégrer par contre dans le centre de référence déjà existant qui est DevGen. Là, il y a encore un travail à faire pour bien décrire les choses et le montage du dossier, mais c'est les pistes de réflexion actuelles. Au-delà de ces pathologies qui seraient des nouveaux diagnostics et des nouveaux codes orpha au niveau de notre filière, il va y avoir bien sûr aussi une réflexion sur des modifications de centres de référence constitutifs. La vie de la filière, depuis le départ, se déroule beaucoup au niveau de ce qu'on appelait historiquement les groupes de travail. Et puis vous savez, il y a 3 ans, on a eu toute une réflexion, puisque ces groupes avaient beaucoup travaillé, devaient évoluer, pour les appeler ensuite plutôt des groupes thématiques. Et vous avez sur cette figure la représentation des 10 groupes thématiques de Firando. Donc on entendra cet après-midi des présentations au nom de certains de ces groupes. Par exemple, le groupe de travail Bamara et base de données, on a déjà beaucoup parlé de la BNDMR ce matin. À 14h30, ce groupe qui est coordonné par Juliane Léger et Brigitte Delmer, nous aurons une présentation. Le groupe de travail, ou groupe thématique plutôt, formation IETP, coordonné par Patrice Rodien et Frédéric Albarel, qui a beaucoup travaillé sur les journées de formation paramédicale et puis les dossiers d'ETP de la filière. Ça, je vous en parlerai un petit peu par la suite. Le groupe de travail médico-social, donc là, c'est une coordination par un médecin, une assistante sociale et une présidente d'association de patients. Donc c'est quelque chose qui est très dynamique et très équilibré. Régis Coutan, Laure Chartrain et Béatrice Demarais. Notamment, une des grandes activités de ce groupe, ça a été la mise au point du questionnaire qualité de vie pour permettre la reconnaissance du handicap auprès des MDPH, et puis aussi aux différents acteurs autour des patients qui remplissent ces autoquestionnaires, parents comme pour les enfants, comme bien sûr patients adultes, la reconnaissance de ce handicap qui, comme l'a dit Anne-Sophie Lapointe, apparaît souvent invisible. Le groupe de travail hormonologie, Stéphanie Baron et Ingrid Ploton, qui a beaucoup travaillé sur l'annuaire des dosages hormonaux qui est sur le site internet de la filière, qu'on a beaucoup sollicité récemment pour des questions concernant la nomenclature de certains dosages qui sont hors nomenclature et sur lesquels il fallait argumenter pour certains d'entre eux la nécessité de les intégrer. Le groupe de travail PNDS, Corinne Vigourou et Sarah Castet, on entendra une présentation cet après-midi. Le groupe de travail diagnostic génétique et dépistage néonatal, donc ça avec notamment le plan France Médecine Génomique et puis toutes les évolutions au niveau du dépistage néonatal. Ce groupe de travail qui est coordonné par Anne Barlier et Véronique Tardy a vraiment beaucoup travaillé. On entendra une présentation cet après-midi. Le groupe de travail recherche, Anne-Paul Jiménez, Antoine Martinez et Nicolas Deroux. Vous avez eu hier un splendide colloque, c'est le 5e. Il y a chaque année un peu plus de participants. Et c'est un groupe qui, au-delà de ce colloque annuel, a aussi eu beaucoup d'activités.
Le groupe de travail Endo-ERN, Jessica Amselem-Jaguer et puis Gérald Ravreau, et notamment c'est ce groupe qui a beaucoup travaillé pour qu'on puisse augmenter notre présence malgré les contingences européennes au niveau de l'Endo-ERN. Le groupe de travail support aux associations, piloté par Claudine Collin, donc Association Surrénale, et puis Eva Fergelova qui a succédé à Thierry Bru dans la coordination de ce groupe de travail. Donc ça, c'est un groupe qui est extrêmement dynamique, qui est source de propositions et qui est aussi source de faire remonter de façon précise et détaillée des demandes au centre de référence, des demandes venant des associations de patients. Donc c'est un vrai aiguillon aussi pour beaucoup d'activités des centres de référence et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis le groupe de travail médicaments que je co-coordonne avec Michel Pollack et on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis on a un groupe de travail transition qui existait autrefois, qui maintenant est en fait un groupe interfilière. Et c'est Philippe Touraine qui participe à ce groupe de travail qui a été très actif cette année. Et on en verra une illustration. Donc dans les actions autour de la formation, il y avait eu à Angers une journée de formation des paramédicaux autour des maladies rares endocriniennes en 2019. Nous voulions le refaire en 2020 avec la situation sanitaire, ça n'a pas été possible et ça a eu lieu récemment à Cochin. Là aussi, ça a été compliqué de l'organiser, mais finalement, dans un moment où la situation sanitaire s'améliorait, ça a pu être possible. Et ça a été vraiment de nouveau un grand succès. Et de voir différents paramédicaux, aides-soignantes, infirmières, cadres, assistantes sociales, psychomotriciens, psychologues, échanger leur expérience, c'était quelque chose de très enrichissant. Et vraiment, c'est une action que j'ai à cœur de poursuivre. En 2022, donc Marseille s'est déjà porté candidat et j'espère qu'ils pourront l'organiser sans trop de difficultés malgré la situation. Et je pense qu'il faudrait même multiplier ces journées parce que c'est en général des paramédicaux d'une région qui viennent. C'est difficile de la faire au niveau national. Et je pense que c'est extrêmement intéressant et valorisant pour les paramédicaux. Et dans une période où c'est très difficile de fidéliser les paramédicaux dans nos services, je pense que c'est vraiment un levier d'action important. Parce que là, on leur donne accès à des échanges qu'ils n'ont pas au quotidien, on leur donne accès à des échanges quelque part interprofessionnels. Et c'est à la fois une découverte et un grand plaisir pour les paramédicaux. Et je pense que si on veut les fidéliser autour de la prise en charge des maladies rares endocriniennes, c'est vraiment des actions à poursuivre. Et donc ça, je vous incite vraiment tous à essayer de vous approprier la mise en place de ces journées. Le groupe de travail qui est piloté par Angers, en plus, qui avait mis au point la première journée, avait vraiment fait un très beau format. Et maintenant que le format existe, il suffit de le répliquer. Alors on peut changer en fonction des régions les intervenants, mais on peut répliquer le schéma. Il a fait ses preuves. Ça, c'est donc le groupe de travail recherche. Au-delà des colloques, on a aussi le bulletin recherche. Les personnels. Donc les personnels, on est en train de reconstituer, et j'en suis très heureux, on en a déjà beaucoup parlé, un nombre tout à fait significatif de chargés de mission en région. Et on va pouvoir progressivement reconstituer les personnels que nous avions au début de l'existence de la filière. Et ça, c'est la combinaison de l'utilisation du budget récurrent de Firando. Comme vous le savez, nous avons 3 chargés de mission. Ça, c'est ce que nous avions décidé tous ensemble lors de la relabellisation. Il y a tout d'abord Sabine Guénim qui est à Reims. Brigitte s'est beaucoup exprimée, qui fait un travail énorme autour de la BNDMR pour notre filière. Et puis à Bordeaux, Fabienne Larieux qui travaille à la fois sur la BNDMR et aussi sur les RCP. C'est elle qui vous contacte pour les RCP de Firando. Et puis le troisième chargé de mission qui était à Amiens historiquement, qui devait éventuellement être localisé à Rouen, à chaque fois c'est des difficultés de recruter les personnels. Maintenant on va être recruté à Brest. Donc Véronique Carlan, je crois que je l'ai vu tout en haut. Elle travaille beaucoup à ça pour recruter le chargé de mission qui serait en fait le troisième un peu, on va dire, sur les financements pérennes de Firando. Et puis après, tous ceux que nous avons pu recruter, et ça se met bien en place, ce sont sur des financements qui sont fléchés, dont a parlé Anne-Sophie Lapointe tout à l'heure, sur l'impasse diagnostique. Et puis nous allons en avoir, et ça c'est quelque chose qu'on a appris tout récemment, ce qui va permettre de bien maintenir ces personnels, aussi des financements pour
le suivi au niveau de la BNDMR des patients présentant des anomalies du développement génital, puisque dans les décrets d'application de la loi de bioéthique, et je vois que Pierre Mourican est là-haut, il est au courant encore mieux que moi de tout ça, nous allons avoir des comptes à rendre sur le suivi de ces patients au niveau de la filière et essayer de répondre à la question qui va être très difficile, de savoir si tous ces patients sont bien vus dans les centres de référence et discuter au moment où il y a une chirurgie chez l'enfant, discuter dans la RCP nationale. Et l'outil qui va être utilisé pour ça, c'est la BNDMR, donc il faudra vraiment qu'elle soit bien renseignée. Et donc ça va être une source de financement supplémentaire pour tous ces postes d'ARC qui sont là. Donc vous voyez, Pierre Bourrez, ils viennent tous d'être recrutés récemment, donc je ne connais pas encore bien les noms, je les ai rencontrés aujourd'hui pour la première fois. Michaela Hertz, donc Grenoble, Nice, Anne Séguin à Nantes, et puis il y a des recrutements qui sont en train d'être faits ou qui sont déjà faits, mais les personnels vont commencer au début de l'année à Lille et à Strasbourg. Donc vous voyez, on va à peu près reconstituer le pool d'ARC que nous avions au début. Et ça va être très utile pour renseigner la BNDMR. Maintenant, c'est mon point de vue personnel, et dans mon service, je tanne tout le monde, c'est que les médecins doivent aussi participer. Et dans tous les services où vous avez dans votre dossier numérique une fiche maladie rare, donc à l'AP via Orbis, on a maintenant une fiche maladie rare, je pense que c'est vraiment aussi aux médecins, chaque fois qu'ils voient le patient en consultation ou en hospitalisation, au moment du compte-rendu, de remplir la fiche, parce qu'on ne peut pas être exhaustif uniquement avec des arcs. Et le temps que prend le remplissage d'une fiche, un arc qui ne connaît pas forcément bien la pathologie et bien évidemment pas le patient, est infiniment plus long. Donc je pense que les arcs, ils doivent être là pour des missions un peu spécifiques, pour compléter le travail lorsqu'il n'a pas été fait de façon exhaustive par les médecins, et aussi pour former les médecins, parce que ça prend du temps d'apprendre à manipuler ces fiches maladies rares. Mais je pense que même si on maintient un pool complet, il ne faut pas avoir l'idée, parce que par le passé, c'est un peu ce qu'on a vu, l'ARC va venir, on va lui sortir la liste des patients qu'on a vus depuis 2 ans, et il va se débrouiller pour faire le tri, aller chercher les dossiers aux archives, et puis les mettre dans la BNDMR. Ça vous n'aurez jamais l'exhaustivité, même si vous avez 3 arcs par service. Donc il faut vraiment qu'il y ait une action de tout le monde. Et ces arcs seront d'autant plus efficaces et nous permettront d'avoir l'exhaustivité qu'on travaillera, nous médecins, tous avec eux. Ça, je pense qu'il faut en avoir vraiment conscience. Et la seule limite, ce sont les hôpitaux où il n'y a pas encore dans le dossier numérique de fiche maladie rare. Ça, je veux bien croire que c'est un problème. Et c'est pour ça qu'on a depuis le début la fiche papier Firando pour permettre de capter les informations essentielles pour ces patients. Mais là encore, il faut que la fiche soit remplie par le médecin. Et ensuite, l'ARC va soit compléter s'il y a vraiment besoin, soit la rentrer dans Bamara. Mais on ne peut pas demander là aussi à l'ARC de se dépatouiller avec une série de dossiers, surtout si ces ARC doivent aller dans plusieurs villes. Ils n'auront jamais le temps de tout faire entre les trajets et le temps sur place, les difficultés d'accès aux dossiers. Donc je pense que là, c'est vraiment important d'en avoir conscience tous collectivement. On remet à disposition des ARC, j'espère, pour couvrir tout le territoire de façon très homogène, mais il va falloir vraiment travailler avec eux. Il ne faut pas attendre que ces ARC fassent tout le boulot, sinon ça ne marchera pas ou ça marchera de façon très partielle. Donc on aura cet après-midi une présentation par le groupe de travail base de données sur l'impasse diagnostique, donc vous saurez tout ce soir sur l'impasse diagnostique. Les RCP, donc Fabienne Larue a beaucoup travaillé et quand on fait le bilan 2021, c'est très bon parce que grâce à l'outil SARA, c'est un bilan qui a été fait en novembre, donc on n'a pas encore l'exhaustivité de l'année, mais en gros on peut dire qu'il y a au moins une RCP en moyenne par mois sur nos différents centres de référence, en parlant là des centres coordonnateurs. Donc on est tout à fait au rendez-vous sur les RCP nationales via cet outil. Une action récente qui incombe au groupe que je coordonne avec Michel Pollack, c'est l'Observatoire des traitements. Vous voyez, c'est une note d'information de la DGS du mois d'octobre. On va avoir une présentation après sur les procédures pour les médicaments en ATU. Il y a des procédures qui sont de plus en plus rigoureuses et il est important d'avoir des documents pour argumenter l'utilisation hors AMM de médicaments de notre filière. Donc on a repris un listing qui avait déjà été fait par le groupe de travail Bonne Pratique, l'ancien groupe de travail en 2016, et il est en train d'être réactualisé par une pharmacienne qui est sur un contrat, c'est une travailleuse indépendante,
donc sur un certain volume horaire, réactualise ce tableur. Et donc vous allez tous, en tant que centre de référence, être contactés, si vous ne l'avez pas déjà été, par Natacha Marpila pour l'aider à réactualiser, puisque c'est vous qui avez la connaissance, ce listing, et éventuellement rajouter de nouvelles molécules. Donc c'est très important de répondre à sa sollicitation. Ensuite, la filière aide à répondre à des appels d'offres, et puis la filière lance ses propres appels d'offres sur son financement. Donc là, on passe en revue rapidement les appels d'offres sur lesquels la filière a aidé à répondre. Donc il y a eu des appels d'offres ETP, comme vous le savez tous, 8 projets en 2019 qui ont été finalisés cette année, 6 projets en 2020 qui sont en cours. L'appel d'offres PNDS, Anne-Sophie Lapointe en a parlé, 9 projets en 2019, 8 projets en 2020. Les projets de 2019 devaient tous être déposés cette année. Je crois qu'à part 2 projets de PNDS, dont un que je m'occupe, qui est la réactualisation du Cushing, dont je ne donne pas de bon exemple, mais j'en discuterai pas là, mais j'ai des circonstances atténuantes. Donc tous ont rendu à temps et leurs PNDS sont sur le site internet de l'HAS. Et vous savez que maintenant, on a négocié, la SFE a été très aidante pour ça, avec les annales d'endocrinologie, pour que nos PNDS soient ensuite traduits en anglais et publiés dans les annales. Et là, on a le premier PNDS autour de l'IOP qui vient de sortir. Vous voyez, c'est le numéro de décembre des annales. Donc ça, c'est très bon pour la visibilité à l'international de nos PNDS. Parce que jusqu'à maintenant, moi, j'étais très frustré à l'Europe quand il y avait un bilan des guidelines existants. C'était fait sur la base de la littérature anglo-saxonne. Et donc, nos PNDS qui étaient sur le site de l'HAS n'apparaissaient jamais. Et donc, c'était toujours France 0, Allemagne 10, Pays-Bas 40, etc. Et donc, on était très frustrés. Maintenant qu'on va avoir ces PNDS en anglais dans les annales, donc les annales peuvent absorber peut-être 3-4 par an, peut-être plus. C'est un coût énorme pour eux parce qu'ils nous demandent rien en plus. À la fois la traduction puis les frais de mise en ligne, parce que c'est bien sûr des articles qui sont en open access. Ça donnera une visibilité, et ça c'est très bien pour notre filière, notamment à l'Europe. Ensuite, il y a 2 appels d'offres, Anne-Sophie Lapointe en a parlé, qui sont des appels d'offres recherche, réduire les impasses diagnostiques. Donc là-dessus, il y a eu 90 dossiers déposés, vous savez qu'il y a 23 filières, il y a eu 9 projets retenus, aucun de Firando, mais la compétition était très très importante. Par contre, sur l'appel d'offres suivant, qui est plutôt orienté France Cohorte, donc collection de données clinico-biologiques, cohorte et registre, 49 dossiers ont été déposés, 11 projets ont été retenus, dont un de Firando. Et Guillaume Assier vous le présentera cet après-midi. C'est un projet qui, vous verrez, permettra aussi à terme, j'espère, de répondre à cette demande de « donnez-moi de l'aide pour remplir mes dossiers dans mes centres ». Parce que vous verrez, utilisant l'intelligence artificielle, l'idée est de permettre d'absorber toutes les données d'un dossier patient avec de l'intelligence artificielle pour poser des questions de recherche via la BNDMR, en faisant un lien entre la BNDMR et les dossiers patients. Il vous expliquera tout ça, Guillaume, cet après-midi, bien mieux que je ne saurais le faire. Ensuite, Firando lance ses propres appels à projets. Donc, nous avions offert la possibilité de financer une extraction, ou plutôt l'analyse informatique d'extraction de données de CEMARA à l'époque. Maintenant, ça sera bien sûr sur BNDMR. Et donc, le groupe de travail recherche a développé un travail sur le dimorphisme sexuel dans les maladies endocriniennes à partir des données de CEMARA. Ça a donné lieu à une communication à la SFE et un travail plus approfondi est en cours avec l'aide de l'unité de recherche clinique de Cochin. Et puis aussi un gros travail vis-à-vis de la BNDMR parce qu'il y a un aspect réglementaire pour exporter des données de la BNDMR qui est pas simple et qui, j'espère, pourra se faciliter dans le futur. Et puis, il y a un appel d'offres qui est toujours en cours, c'est-à-dire que nous avons vraiment la volonté d'aider un acteur de Firando à coordonner un projet européen. Donc, si vous faites appel à INSERM Transfer parce que vous êtes basé dans l'unité INSERM, vous n'avez pas besoin d'aide, mais si vous êtes en dehors d'un support par INSERM Transfer, vous avez souvent besoin d'un prestataire de service qui vous aide au montage de dossiers. C'est des dossiers très compliqués, très lourds. Et donc, on a beaucoup travaillé avec le cabinet Alcimed. On a essayé de lire les appels d'offres futurs en 2022. Je dois dire qu'on a du mal pour l'instant à identifier clairement une ligne dans laquelle nos
acteurs de Firando pourraient rentrer, mais vous avez peut-être des idées, il y a peut-être des gens ici qui sont motivés. Et donc, si vous avez l'ambition de coordonner un projet européen sur les appels d'offres 2022 et que vous avez besoin d'une aide d'un cabinet de conseil type Alcimed, si vous ne connaissez pas bien, on vous donnera les détails avec Maria, on les a rencontrés plusieurs fois, on est tout à fait prêt à vous aider. Et si on pouvait dans un an dire, il y a un acteur majeur de Firando qui coordonne un projet européen grâce à l'aide de la filière, on serait vraiment ravis. Ensuite, on avait lancé un appel pour faire des vidéos très courtes sur un format standardisé, 5 minutes de présentation pour les médecins non spécialisés, les familles et le public de certaines maladies endocriniennes. Et donc, en gros, on a une maladie par centre de référence coordonnateur qui a été sélectionnée. Il y a un film sur YouTube pour l'hypothyroïdie congénitale qui est visible. On a 4 pathologies qui ont été tournées, qui sont en cours de montage, et 2 pathologies qui sont en cours de tournage. On aura fait comme ça, à la fin de l'année, le tour de tous nos centres de référence coordonnateurs. Et donc, il faudra évaluer le résultat et voir ce que l'on fait en 2022, puisqu'il nous reste plein de pathologies. Et il faudra voir aussi si ce format nous satisfait ou pas. Il a l'avantage d'être très simple. Le temps médecin dans ce genre d'action étant toujours une limite majeure. Et là, quelque part, ça répond à cette contrainte parce que c'est assez facile à tourner. Ensuite, dans le groupe de travail interfilière, a été financé un cours en ligne sur la transition dans les maladies endocriniennes. Vous avez ici le programme. Donc ça a très bien marché. Les différents acteurs, associations de patients, centres de référence, centres de compétences étaient très contents d'avoir participé. Et vous voyez qu'il y a eu 191 participants, avec en moyenne 140 connectés. Donc un résultat tout à fait satisfaisant pour un webinaire à l'heure du Covid. Ensuite, nous avions proposé de financer des formations parents experts. Et donc là, nous avons 3 associations de patients qui ont pu participer à ces formations sur un financement de Firando. Et puis, nous avions lancé sur la filière pour les jeunes médecins non statutaires, les chercheurs non statutaires et les associations de patients, des bourses pour participer à des congrès, avec comme mission ensuite de faire un petit résumé qui serait sur le site internet de la filière des communications auxquelles ils auraient assisté, en sélectionnant bien sûr les communications. Il ne s'agissait pas de faire tout le congrès. Comme la plupart des congrès ont été en virtuel, le coût a été beaucoup moindre pour nous, donc finalement on a pu financer toutes les demandes sur l'année 2021, y compris la SFE qui était en présentiel. Et la SFE, ce qu'on a fait en plus, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir creuser pour l'année 2022, c'est de financer des paramédicaux. Et même s'il n'y avait pas de journée paramédicale cette année à la SFE, malheureusement, parce qu'il y a eu des problèmes d'organisation, les paramédicaux ont été ravis de découvrir ce que c'est que l'ambiance d'un congrès, de voir des collègues qui viennent de l'autre bout de la France. C'est banal pour un médecin, ça l'est beaucoup moins pour un paramédical. Et donc c'est vraiment quelque chose, à côté des journées de formation Firando, je pense qu'il faut qu'on renouvelle l'an prochain. Et je vous en parle parce qu'il faut aussi que vous diffusiez l'info dans vos services et auprès de vos cadres. Parce que les paramédicaux, ils ne vont pas spontanément sur le site de Firando voir ce qui se passe. Donc ils ne trouvent pas forcément l'information. Et il faut aussi que vos cadres anticipent, parce que c'est toujours la même histoire. C'est mon tableau de service, il faut que je les libère, monsieur Berthera, ce jour-là pour qu'ils aillent à la SFE, vous ne vous rendez pas compte. Donc il faut les préparer longtemps à l'avance. Et puis il y a des nouvelles idées qui viennent des groupes de travail, notamment le groupe support aux associations, un projet sur sexualité et maladies rares endocriniennes, un projet sur vécu du patient pendant la période de transition, un projet qui vient du groupe de travail recherche en conjonction avec le groupe de travail diagnostic génétique sur le développement d'une base de variants rares dans les maladies endocriniennes rares, quelque chose qu'il faudra certainement coupler à France Médecine Génomique. Et puis on a une réflexion pour financer un master qui serait dédié à l'étude d'une maladie rare endocrinienne. Un mot sur France Médecine Génomique, on est probablement une des filières qui a le plus de préindications. Donc c'est une chance, mais c'est aussi un devoir quelque part. Donc le devoir, c'est de discuter les dossiers RCP, puis d'envoyer les prélèvements. Et là, vous voyez l'état des lieux en octobre. Donc vous avez les différentes préindications. Sur la première ligne, vous en avez plusieurs en fait, parce que elles sont listées par RCP.
IOP-DSD et HIPO-HIPO, qui est historiquement les deux premières préindications que nous avions eues et qui marchent très bien en termes de RCP, avec un certain nombre de prélèvements qui ont déjà été séquencés. Puis vous avez ensuite les autres pathologies qui sont listées en dessous. Donc là, il y a un travail important qui s'est bien mis en route. Et au niveau du séquençage, en tout cas pour Sequoia, moi ce que je vois c'est Sequoia, puisqu'on est dans le nord, ça marche très bien. Mais je pense que la connaissance dans tous les centres de compétences et centres de référence de ces préindications, avoir l'idée qu'un patient qui a été génotypé il y a 5 ou 10 ans qui était négatif, on peut le revoir aujourd'hui à l'heure du plan France Médecine Génomique, elle n'a pas encore diffusé auprès de tous les cliniciens. Donc c'est important que dans vos centres vous en parliez pour essayer de ensuite inscrire les patients à l'RCP ad hoc en fonction de la pathologie et puis revoir les patients bien sûr pour les prélever si le dossier est sélectionné. Dans les informations générales, il y a maintenant un nouveau site internet qui est interfilière, où toutes les filières sont représentées. Et puis, Madia Final, juste pour vous annoncer, donc là, Maria, elle anticipe sur 2022, on sera tous en présentiel. Et donc, le colloque recherche, c'est le 6 décembre. La journée annuelle, c'est le 7 décembre, à l'amphithéâtre Jean Dosset, qui est plus petit que celui-là, mais le Covid aura disparu, donc ça ne posera pas de problème, sinon on essaiera quand même d'avoir celui-là. Je veux vraiment encourager et remercier, donc encourager les nouveaux et remercier les anciens personnels de la filière, parce qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait cette année. Et je déflore, elle n'est pas tout à fait finie, mais bon, vous la recevrez à la fin de l'année, la carte de vœux, c'est un tout petit peu tôt, mais comme elle est jolie, je voulais vous la présenter en avance.